Bonjour à tous. Bonjour. 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 On laisse les gens arriver quelques minutes. Merci de nous rejoindre. Donc là, il y a du son normalement ou... Ah, voilà, c'est la présentation de mes postes, donc ils sont sans son, mais je pense que ça va venir après. À venir, oui. Il y a certains posts qui sont écrits, comme Oui. ce que David fait le plus souvent, et d'autres posts qui sont vidéo, comme ce que fait Amaury sur Ce que sont les addictions. Ah bah voilà. Déjà, connaître ces critères diagnostiques. Qu'est-ce qu'on entend exactement? Bonjour, ça va voir parler. Vraiment, quand ces critères, on parle, je pense, propre d'addiction, peut-être que vous, il y a certains critères qui vous correspondent, d'autres pas. On n'est pas non plus obligé d'avoir l'entièreté de tous ces critères-là. Et donc, comme d'habitude sur notre chaîne, on vous propose une petite scène pour voir un peu comment se motiver ou comment motiver un proche qui a des addictions. J'ai Bon, vu là, j'ai besoin que- d'alcool. Ah, on a tous besoin d'alcool, hein, ça concerne. Ouais, mais j'ai parfois peur de devenir addict. Mais non, les addicts, c'est pas des gens comme nous, ils se remettent jamais en question, hein. Bah, déjà, le fait que tu poses cette question, ça prouve que t'es pas addict. Ah bon, tu crois? Ouais, je pense pas, non. Tu consommes à ce point? Bah écoute, ouais, quand même, hein. J'ai compté l'autre jour, c'est 6 bières, des 8-6 sur la journée. Pourquoi t'en bois autant? C'est pas bien. Écoute, je fais ce que je veux, d'où tu me juges. Franchement, c'est dangereux. Tu devrais vraiment aller voir quelqu'un. J'ai pas besoin de ça. J'arrêterai quand j'en aurai envie. C'est simple, hein. Game over. C'est bien marré. la chaîne oui, d'Amaury, il y a souvent des petites vignettes comiques. Bon, là, j'ai besoin d'alcool. Ah ouais, pourquoi? En fait, Ouais, d'une entièreté avec la... c'est plutôt bien d'être attentif à ce genre de choses. Tu sais, ça peut se mettre en place sans qu'on s'en rende compte. Ah bon, tu crois? Ouais, ouais, ça arrive à un de mes cousins. Il n'arrivait plus à s'arrêter de boire. Et toi, tu bois combien? Bah écoute, ouais, quand même, hein. J'ai compté l'autre jour, c'est 6 bières, des 8-6 sur la journée. Ah ouais, mais ça doit être dur, non? Comment tu fais pour le taf? Ouais, c'est vrai, je me sens un peu prisonnier. En plus, là, j'ai vraiment plusieurs remarques au boulot, ça commence à devenir un peu chaud. Ah ouais. Pour une petite anecdote, on avait repris les mêmes séquences au début du patient et avec des petites modifications juste à la fin. C'est assez marrant. J'ai vu que Marie Riebel a fait aussi des vidéos de thérapie fondée sur la compassion. Oui, 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 on avait bien travaillé avec elle. Elle avait pu faire plusieurs vidéos plutôt un peu méditatives. J'ai essayé de la motiver à faire aussi du contenu un peu plus du coup, psycho-éducatif, on va dire. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses à dire sur la thérapie fondée sur la compassion. Mais bon, du coup, on a déjà le côté méditatif qui est déjà très, très intéressant, hein. On a même fait une petite étude là, sur le sujet. Il faut que j'essaie d'arriver à avancer dessus, mais ouais, elle est vraiment bien Ouais, son étude dynamique, je de trouve. Compass, ouais, sur Mm. l'autostigmatisation. Super Ouais. étude d'ailleurs. Hmm. Mm. Oui, Là, c'est tu as vrai. pris un petit extrait de tous nos comptes sur à peu près toutes les plateformes. On est sur LinkedIn, sur Insta, sur X, sur euh, TikTok, YouTube. Donc, on est vraiment un petit peu partout. Oui, on envahit on envahit le monde. Comment se crée une phobie? Je te donne l'exemple de la phobie de la conduite, l'amaxophobie. Avant de la déclencher, tout va bien. Conduire n'entraîne pas de peur. Puis survient un événement qui déclenche de la peur, ce qui entraîne l'association entre deux choses. Conduire égale danger. Il peut s'agir d'un accident qu'on a vécu ou dont on a été témoin, voire même dont on a entendu parler. Et à partir de ce moment-là, la conduite déclenche la peur. Plus la personne évite de conduire et plus la phobie est renforcée. Moins elle conduit, moins elle a peur, mais plus elle se dit j'ai bien fait d'éviter, j'aurais pu avoir un accident. Et moins elle est à l'aise en conduisant. Ça solidifie ses croyances, ça augmente les évitements. Petit à petit, de plus en plus de situations de conduite sont problématiques, jusqu'à ne plus pouvoir conduire du tout. Donc une phobie se construit en 3 temps. Au départ, conduire ne déclenche pas de peur. Puis, conduire est associé à un danger, ce qui déclenche la peur. Et enfin, juste la conduite entraîne la peur. Et voilà, maintenant tu sais. Elle a dit
dite psychotique la plus courante. Alors, qu'est-ce que c'est la psychose déjà? En fait, c'est caractérisé en fait par ce qu'on appelle des moments plus ou moins longs, ce qu'on appelle une altération du contact avec la réalité, c'est-à-dire un changement de perception. Ok, essaie d'être simple. Ouais, je vais essayer d'être simple. Eh ben, il faut s'imaginer, lorsqu'on a un épisode psychotique, c'est comme si on mettait des lunettes qui faisaient voir le monde de manière déformée, et qui fait qu'on va interpréter, voir des choses, interpréter des événements avec ce regard, avec ce prisme déformé. D'accord, ok. Donc, Super. Voilà, c'est un petit peu nos différentes choses sur les réseaux sociaux. Ben, je vais plus avoir grand-chose à faire pour vous présenter, du coup, super. Je, je vais pouvoir me reposer un petit peu. Merci tout le monde d'être là pour ce dernier webinaire de la série de cette année. Et merci David, Delphine et Amaury d'avoir répondu présent ce soir pour nous parler donc des réseaux sociaux. Personnellement, je suis super curieuse de ce que vous allez nous expliquer. Et je pense qu'il y a beaucoup de membres de la FTCC qui sont aussi des créateurs de contenu et qui font plein de belles choses euh, qu'on peut aussi découvrir. Donc je pense que c'est quelque chose qui nous concerne tous, soit par le biais de nos patients, qui questionnent vraiment nos pratiques. Alors j'aurais plein de questions à vous poser, mais comme je suis en général très égoïste dans mes questions, je vais vous laisser présenter, je vais laisser tout le monde poser leurs questions. Et s'il reste un petit peu de temps, je vous poserai les miennes. Je vous laisse présenter. Belle soirée, à tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler des réseaux sociaux et de comment, en tant que professionnel, on peut se positionner. Nous sommes tous les trois donc créateurs de contenu et on n'est pas toujours d'accord sur la façon dont on travaille sur les réseaux sociaux et sur quel réseau social est, selon nous, le meilleur pour faire de la sensibilisation, de la prévention en santé mentale. Tout d'abord, je peux présenter pour moi un conflit d'intérêts parce que je suis donc créatrice de contenu et il m'arrive vraiment ponctuellement de faire des contenus sponsorisés. Donc voilà, mais ça représente quand même très peu de mon contenu. La plupart de mon contenu est plutôt gratuit. Aujourd'hui, d'habitude, pendant une présentation, on vous demande de poser les téléphones. Là, au contraire, on va vous demander de les prendre parce qu'on a besoin un peu de savoir où vous en êtes avec les réseaux sociaux en tant que professionnel de santé. Donc, n'hésitez pas à prendre votre portable et à scanner le petit QR code. Vous aurez accès du coup à toute notre présentation. Et nous allons commencer par des petites questions pour savoir à qui nous avons affaire. Donc ça, c'est la première partie un peu introduction pour comprendre où vous en êtes avec les réseaux sociaux. Ensuite, on débattra ensemble de quel est le meilleur réseau social pour créer du contenu santé mentale sur les réseaux. Amaury nous parlera de toutes les études sur les réseaux sociaux, sur leur impact, sur aussi les dangers ou en tous les cas les limites de la création de contenu sur les réseaux. Et ensuite, David nous proposera euh, un code de la bonne conduite de la création de contenu pour vous aider à vous lancer. Parce que finalement, l'idée, c'est peut-être d'être de plus en plus nombreux à se lancer sur les réseaux sociaux pour apporter du contenu clair, du contenu valide scientifiquement, pour que les personnes soient moins noyées au milieu de plein d'autres informations qui pourraient être moins fiables. Alors, comme je le disais, on va essayer de scanner, hop, ce petit QR code. Si vous n'avez pas le temps de le scanner, il sera dit un petit peu plus loin. C'est menti.com et il y a le code là. Je vais vous laisser un petit peu le temps. Est-ce que c'est OK? J'ai pas accès au chat, moi. Hop. Je sais pas si vous avez accès au chat, vous les garçons. Vous voyez si J'ai mis le chat, il est de Ouais. côté. C'est bon. c'est bon, les gens ont réussi à scanner? Bah, Ouais? s'il pouvait le mettre sur le chat pour voir si ça fonctionne, ça serait super. J'ai l'impression que ça fonctionne. Hop. Alors. Est-ce que déjà vous utilisez les réseaux sociaux? Donc j'imagine que oui, mais est-ce que vous les utilisez plutôt pour regarder du contenu professionnel, pour poster pour votre travail,
ou est-ce que uniquement vous regardez du contenu personnel ou vous postez pour vos loisirs, un club ou quelque chose comme ça, une activité sportive? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du contenu professionnel, mais plutôt à regarder. Quelqu'un qui n'a jamais été du tout sur les réseaux sociaux. Ah, ça c'est intéressant. Ah, Peut-être c'est qu'on pourra en intéressant. débattre à la fin ou au cours de la présentation. Plus de personnes finalement qui regardent du contenu professionnel et du contenu perso, mais je vois aucun créateur de contenu pour le moment. Ah oui, c'est vrai ça. Est-ce qu'on n'a pas au moins une Parce personne qu'on qui... l'a pas fait, il faut qu'on se connecte. Quelle est la stat? Je pourrais C'est combien rajouter de trois créateurs personnes de si je contenu? poste pour le travail. Hmm. Il y a quelqu'un qui lève la main, je ne sais pas si comment on fait. Hop. Ah bah, Euh, les gens peuvent partager dans le chat. je vois pas moi le chat. T'arrives pas à l'ouvrir en bas dans J'ai peur que tout le monde voit du coup et que ça. Ah si, ça marche bien. Voilà. Ça marche bien, super. Et- Donc, on a deux personnes qui n'ont jamais même été sur les réseaux sociaux ou utilisé les réseaux sociaux, une grande majorité de personnes qui y vont pour regarder du contenu pro et quand même des personnes qui y vont pour du contenu perso, mais aucun créateur. Donc, bah, j'espère qu'on pourra vous convaincre et vous donner l'envie aujourd'hui bah, d'aller nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour créer du contenu. Pour ceux qui donc regardent du contenu sur les réseaux sociaux, quel est votre réseau préféré? Alors là, Ah, attention parce qu'on a tous nos petits chouchous, hein. Moi, ouais. c'est plutôt Insta, TikTok. Répondez-les-moi. Amaury, toi, c'est plutôt... Bon, on dira après. Avis son influence? On dira après. On peut, hein. Cela dit, avec la vidéo de présentation, il y avait quand même quelques petits... Ouais, c'est Il y avait vrai. quelques Deux petits indices quand même, éléments. oui. Personnes sur TikTok. Bon, ben... Le X, il Est-ce qu'on triche à peut en chaque fois, il déduire a quelque moins chose sur l'âge de... des participants? Je sais pas. X a moins de gens qui votent pour, mais quand même en haut, c'est de la triche, hein. Non, non, c'est fait exprès en fait. C'est trois contre triple, tu vois. Ouais, c'est D'accord. excellent. Donc, le logo fait partie de la jauge. C'est pour ça. On voit pas bien. Donc, plutôt Instagram. Ah, ça, c'est plutôt bon pour moi, Hmm. ça. Par contre, TikTok, c'est en dernier. Et je pense que ça en dit beaucoup sur l'âge des participants. Voilà. J'ai rien dit de plus que ça. Mais je pense on n'a pas beaucoup d'enfants de 15 ans ici. C'est vrai. OK. Un peu de Facebook. Un petit D'accord. peu quand même, ouais. Hmm. Ah, YouTube en force. C'est peut-être Ah oui, quand dépassé même, hein. Instagram. On est ex aequo. Franchement, c'est pas mal parce qu'on a chacun un de nos réseaux qui arrive en bonne position. Euh, Ensuite, est-ce que sur les réseaux, vous avez déjà recherché de l'information médicale? Est-ce que vous avez déjà conseillé du contenu sur les réseaux sociaux à un patient pour qu'il aille regarder une vidéo, s'informer sur un sujet? Ou même vous, est-ce que vous avez appris certaines choses avec les vidéos d'Amaury, par exemple, ou avec les posts LinkedIn de David? Ouais, ça monte, hein. C'est à côté d'apprendre pour les connaissances. Voilà, oui. Ouais, c'est intéressant, mais je crois que hmm. c'est vraiment, pour en parler avec des collègues, c'est quelque chose de plus en plus courant d'aller chercher de l'information, de commencer à se former sur les réseaux sociaux. Notamment, j'imagine que ça, c'est plus sur YouTube avec des vidéos plus longues, mais on voit Hmm. qu'il y a quand même pas mal de personnes qui conseillent à leurs patients des contenus sur les réseaux. J'espère que vous conseillez Hmm. nos comptes, mais Bien. obligatoire, hein, mais nos comptes sont quand même bien. Et quand même plusieurs personnes qui ont recherché déjà des informations médicales. Parfait. Selon vous, quel est le risque d'utiliser les réseaux sociaux pour de la psychoéducation? Alors là, vous pouvez répondre avec un mot ou une petite phrase, n'hésitez pas. On parle beaucoup du risque d'autodiagnostic, par Oui. exemple. Est-ce que ça, Ouais. c'est quelque chose qui peut vous inquiéter? L'effet Barnum, c'est Barnum, vrai, ouais. ouais. Ah, intéressant. Aucun. Ah si, peut-être aucun. Je sais pas. C'est vrai que c'est un outil, donc ça dépend de la façon dont on l'utilise. Mauvaises informations, c'est vrai. L'anxiété avec le scroll, ça effectivement, on en parle Hmm. beaucoup en ce moment. La survulgarisation, ok. Les fakes. Hmm. Hmm. D'accord. La déformation, l'information, l'anxiété avec le scroll, ouais. Ouais. C'est vrai. Intéressant. On est effectivement obligé de généraliser et de vulgariser sur les réseaux sociaux parce que si on ne veut pas se faire effacer par l'algorithme, on est quand même obligé de faire des choses un peu rythmées, Hmm. un peu courtes.
Ouais. simplification, endoctrinement. Ça, c'est intéressant, effectivement, Mm. de répondre. La survulgarisation, si je trouve ça intéressant, c'est comment on dose l'information qu'on met sur un réseau social. C'est pas toujours facile. Oui, parce que finalement, Ah, on n'a que peu de contrôle sur l'information qu'on a selon les réseaux. Mais quand on scrolle sur TikTok ou sur Instagram, l'information vient à nous, en fait. On ne Mm. la recherche mm, pas comme sur YouTube. mm, Effectivement. Ouais. Donc on voit quand même que les fausses informations, c'est le truc qui revient peut-être le plus. OK, mm, l'autodiagnostic. Aussi. Mm. Angoisse aussi, on le voit apparaître, l'anxiété. mm. Ouais, D'accord. la généralisation, simplification, c'est intéressant aussi. Mm. Sur vulgarisation. Ouais. Et ça va plutôt dans le sens des études dont on va parler plus tard. Ok. Donc Ah, maintenant, ce que je vous propose, les garçons, c'est Des choses sérieuses. de débattre ensemble de quel est le meilleur réseau social pour faire de la psychoéducation sur les réseaux sociaux. Alors, tous ont leurs particularités. Effectivement, on voit par exemple que X, bah, c'est vraiment hyper efficace, c'est assez court. La moyenne d'âge est plutôt 20-50. Ce sont plutôt des hommes qui sont sur X, hein, si je ne me trompe pas, David. oui, même si c'est relativement bien équilibré en termes de tranche d'âge, en fait. Ok, d'accord. Sur YouTube, l'avantage, c'est vraiment les vidéos qui sont longues. Il y a aussi des vidéos qui sont courtes. Et là, je dirais que, pareil, toutes les tranches d'âge peuvent être présentes sur YouTube. Sur Instagram, ben, on a photo, vidéo, texte, mais Mm. c'est plutôt féminin. Je dirais qu'il y a une population plus féminine. LinkedIn, c'est surtout du partage professionnel. TikTok, bah, c'est plutôt pour les jeunes, 15-25 ans, je dirais. Et Facebook, plutôt une population un peu plus âgée. Et c'est surtout Nuancerai. partage en famille. Voilà. Alors, Nuancerai juste sur Facebook parce que j'ai regardé quand même, ça m'avait un peu titillé déjà. hein, Et apparemment, c'est LinkedIn qui est le plus vieux réseau social c'est en vrai. moyenne d'âge et Facebook avant. Et c'est plus quand même, ça commence à 25 et ça se finit à 45. Voilà, tu vois. Mm. Alors que Merci. LinkedIn, c'est vrai que c'est 25, 55. D'accord. Ok, ouais, c'est vrai que c'est pas facile parce que ça doit bouger souvent, en fait. Ouais, ça bouge vite. Ouais. Ouais, tu vois, j'avais la fausse idée que c'était plus vieillissant, entre guillemets, sur Facebook que sur LinkedIn. Non, ouais, il disait Oui, que c'était pareil. pareil entre Facebook et X, a priori, c'est la même moyenne d'âge. J'ai demandé à ChatGPT avant. Si je Qui t'a demandé de voulais vérifier mes checker sources. alors? Ok. Donc vous êtes prêts pour débattre, les garçons? Mais prêt. Ouais, prêts? Alors déjà, on va parler Ah, d'Instagram. Instagram, c'est vraiment mon petit chouchou à moi. C'est là où je poste tous mes contenus la plupart du temps. Ce que j'adore, c'est que la population est féminine, plutôt jeune, et que ce sont déjà des gens qui sont sensibilisés à la psychologie, en tous les cas dans mes followers, mais c'est ce qu'on peut voir de manière générale. On retrouve beaucoup de pros de santé, donc je trouve que c'est vraiment génial pour pouvoir échanger entre nous, pour pouvoir aussi s'informer et découvrir de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est vraiment la possibilité d'être très créatif parce que comme il y a la diversité des supports, on peut passer d'un post texte à un post vidéo court. Il y a des possibilités aussi de faire des vidéos un poil plus longues que c'était le cas il y a quelques mois. Et on peut partager aussi des photos ou des images dans les carousels. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur réseau social pour pouvoir parler de psychologie, de psychiatrie et de santé mentale. ouais. Alors effectivement, Instagram, c'est joli, c'est intéressant, c'est punchy, etc. Mais voilà, je viens de l'ouvrir là à l'instant, par exemple, et qu'est-ce que je vois? Je ne sais pas si ça se voit. Regardez comme c'est mignon! C'est pas beau? Et tu sais que regarder des chatons, c'est bien pour diminuer son stress et son anxiété, hein? Mais d'accord, mais alors là, ça scrolle du chaton quand même, hein. Donc, effectivement, quand on ouvre beaucoup quand même Insta, des chatons, des petits chiots, des photos de vacances, des jolis couchers de soleil, tout plein de jolies couleurs. C'est joli, c'est mignon, mais ouais, les carousels, quand on les voit, il faut les ouvrir quand même, hein, parce que en scrollant, on voit pas forcément le contenu. Pareil, les vidéos ben, passent assez rapidement. Et puis, je trouve qu'il est difficile sur Instagram, c'est aussi le partage de ce qu'on peut voir éventuellement. Et puis des fois, on voit des vidéos intéressantes en scrollant. Et puis alors, pour les retrouver derrière, alors ça, c'est quand même l'enfer, hein. Pour peu qu'on n'ait pas noté le créateur de contenu, ni ce qu'il a mis exactement,
Je trouve que c'est très très compliqué en termes de recherche, effectivement, d'informations très concrètes. Et puis, comme tu dis, il y a une population très sensibilisée à la psychologie. Est-ce que c'est intéressant de continuer à faire de la psychologie sur une population qui est déjà sensibilisée? Qu'est-ce qui les intéresse exactement? Qu'est-ce que l'algorithme va mettre en avant? Il y a des vraies questions autour de l'accessibilité du contenu, où on peut voir aussi une qualité de contenu qui n'est pas forcément en fonction de la qualité concrète de ce qui est proposé, mais plutôt si c'est bien flashy, bien joli, et que ça engrange des vues. Bon, je vois que tu aimes pas trop Instagram, hein. Non, j'aime bien, c'est très joli, les chatons, c'est vraiment très mignon, ça fait du bien. Ça a l'air Passons d'être la guerre. alors, David. Ah, X. Alors, X, c'est pas la position la plus simple à tenir quand même depuis 2 ans. Bon, débrouille-toi. Ouais, c'est mon affaire, effectivement. X Twitter est quand même un réseau social de microblogging en 250 caractères. Quand même, le gros avantage de X, c'est le réseau connecté par excellence. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, des commentaires, d'une actualité, etc. Elle va souvent apparaître en premier sur X. Et clairement, c'est un réseau qui donne aussi les tendances et la diffusion de l'actualité, quel que soit le domaine, hein. En psychiatrie, psychologie, lorsqu'il y a des éléments nouveaux, des éléments qui font réagir, etc. C'est là qu'on a la plus grande diffusion de l'information, celle qui fait la plus réagir aussi. Je trouve que c'est le réseau qui permet aussi de screener, je dirais, des points d'actualité qui peuvent mériter d'être discutés, échangés, réfléchis aussi, voire partagés sur d'autres réseaux sociaux. Donc c'est une source d'information, je trouve, importante. C'est percutant, polarisé, peut-être que ça sera dans les éléments négatifs, mais effectivement, c'est conçu pour effectivement pouvoir mettre quelque chose de percutant, qui puisse s'imprimer. Ça implique aussi, en termes de créativité, d'utiliser les mots, de jouer avec les concepts, de pouvoir aussi attirer le regard, parce qu'il y a d'éléments, beaucoup de posts, et puis pour rappel, la durée de vie d'un post sur X, c'est 18 minutes, hein, donc il faut réussir à capter l'attention, c'est pas forcément simple. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges, etc. C'est pas toujours polarisé, contrairement à ce qu'on pense. Ça arrive, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours la baston permanente sur X. Et on a quand même un public aussi qui est réceptif au contenu psy de qualité. Quand on pose quelque chose d'intéressant, on a toujours des remarques, des questions intéressantes, des gens pour qui ça sert et qui le font savoir. Et ça, c'est un facteur motivationnel important. Et je pense que les TCCI qui sont là seront particulièrement sensibles à cet aspect-là du renforcement positif en tant que créateur. Ouais, après, il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Et au final, même en donnant les points positifs, tu n'as pas pu t'empêcher de dire tous les points négatifs qu'il y a associés à X. Bah, c'est normal, oui. Notamment ce risque de polarisation, d'agressivité. C'est vrai que ça, c'est une des grosses limites de X, avec quand même beaucoup de gens qui rentrent dedans dans les commentaires, sont assez agressifs. Alors, on a ça dans d'autres réseaux, mais c'est quand même un peu plus spécifique à X, notamment lié au fait que ben, ce soit un format très court, avec des textes quand même assez raccourcis. Donc, tu vas pas pouvoir rentrer dans des débats de fond. Tu vas être obligé d'être un peu superficiel dans des slogans, comme ça que chacun va se répéter et sans avoir de réflexion plus aboutie derrière, et du coup une certaine perte d'information dans le débat, parce que bah, on va être obligé de rester un peu superficiel. Puis c'est vrai que c'est aussi un format limité, essentiellement quand même quasiment que du texte. Il y a parfois quelques vidéos, mais globalement, X, on l'utilise essentiellement pour le texte. Et du coup, c'est vrai que ça limite un peu les possibilités. Et puis, bon, tu le disais aussi, tu m'as donné quasiment tous les points négatifs que j'avais. La durée de vie courte aussi qui est quand même compliquée. C'est vrai que quand on veut faire du contenu, ben, on a quand même pas mal d'autres choses à faire dans notre vie. On n'a pas que du contenu à faire. Et si ça dure que 15 minutes, c'est un peu rageant, surtout pour le temps que ça peut prendre parfois si on veut justement aller dans du contenu un peu de qualité. Donc, bon, pour toutes ces raisons, c'est quand même pas si simple, ce X. Mais on peut trouver plus facilement une information. Et Amaury, parle-nous un peu de Facebook. Euh, Ouais, moi, Facebook, c'est un réseau social que j'aime beaucoup parce que bah, c'était le premier réseau social quand j'étais
quand on était plus jeune. Alors, il y avait YouTube, mais finalement, Facebook, ça incarne quand même un peu plus l'essence du réseau social. C'est du coup quand même plus familial, on va dire. Il y a un côté où on peut plus facilement suivre des personnes qu'on apprécie ou des personnes qui font du bon contenu de santé mentale. La grand-mère, quoi. Ah, pas que, heureusement, pas que. Il y a d'autres personnes sur Facebook. Donc, et puis je trouve que c'est intéressant aussi parce qu'il y a ce côté un peu plus amical. Généralement, quand on connaît les gens ben, sur Facebook, on va pouvoir du coup parler de façon un peu plus proche que sur X où ça va être quand même beaucoup d'inconnus. Généralement, sur Facebook, c'est quand même toujours des gens qu'on connaît un petit peu, de près ou de loin. On a au moins des connaissances de connaissances. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et en même temps, si on veut, on peut aussi suivre des gens qu'on connaît moins et donc avoir une certaine portée plus large. Donc, ça offre quand même beaucoup de possibilités. Oui, moi je trouve que la population y est plus âgée, que c'est quand même moins populaire. Tu vois, quand on crée du contenu sur Facebook, il est moins vu que sur les autres réseaux. Et j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond en termes de découverte, quoi. C'est toujours un peu le même contenu. Alors c'est vrai que, il y a des groupes de soutien qui peuvent se créer, mais même dans ces groupes de soutien, on peut trouver de fausses informations et des gens qui vont venir vendre leur formation ou vendre leurs livres, etc. Donc, j'ai quand même l'impression aussi que c'est quand même bien parasité par le marketing Facebook. En tous les cas, c'est l'impression que j'en ai. Moi, je trouve que le meilleur, c'est quand même TikTok. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, les jeunes, Meilleur pas très qu'Instagram. bien. Euh, oui, mais pour les jeunes. Instagram, c'est bien pour les adultes. TikTok, c'est vraiment très bien pour les jeunes. Et les jeunes aujourd'hui vont mal. Je suis pas enfin, vous n'êtes pas sans l'ignorer. Et je trouve que c'est hyper important en tant que professionnel de santé d'être sur TikTok parce qu'on voit tellement d'informations fausses sur la santé mentale que c'est important qu'il y ait de plus en plus de professionnels de santé, des psychologues, des psychiatres, etc. L'avantage, c'est qu'il y a une forte viralité. Donc, c'est vrai que même sans avoir beaucoup de followers, sans avoir beaucoup d'abonnés, une de nos vidéos peut percer rapidement par rapport aux autres réseaux sociaux. On peut se retrouver avec voilà, 200 000 vues du jour au lendemain, alors que c'est notre première presque vidéo qu'on crée. Je trouve que le contenu est assez créatif et ludique. Moi, j'aime bien surfer un peu sur les trends, donc les tendances, où il y a un son qu'on doit essayer ou une image, un mème qu'on doit essayer de faire rentrer dans un contenu psy. Donc, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça va attirer beaucoup plus le jeune et ça aide vraiment à dédramatiser. Et moi, je trouve que l'autodiagnostic en tant que tel, c'est pas si grave tant que ça va être suivi ensuite d'une consultation ou d'une validation vers son professionnel de santé. Mais l'autodiagnostic, c'est la première étape pour ensuite aller vérifier et en parler. Donc pour moi, aujourd'hui, vu la population qui est sur TikTok, je trouve que c'est là qu'il est important d'être en tant que professionnel de santé. Et comme David, tu peux pas t'empêcher de tout de suite dire quand même les trucs négatifs. Et c'est vrai que bah, même les participants l'ont noté, le risque d'autodiagnostic, qui est à mon avis plus élevé avec TikTok que d'autres réseaux sociaux, vu que ben, du coup c'est du contenu très rapide justement qu'on doit faire sur parfois quelques secondes. Donc certes, ça permet un peu de sensibiliser, mais à quel prix? Est-ce que du coup vraiment on donne des choses intéressantes aux gens ou est-ce que c'est juste finalement des choses un peu superficielle, comme les gens disaient, de la surgénéralisation, de la survulgarisation. Donc, c'est quand même un peu le gros inconvénient. Après, du coup, l'autre chose, c'est que c'est certes une population très jeune, mais du coup, ben, c'est assez restreint. On s'adresse pas, du coup, à d'autres personnes qui auraient d'autres tranches d'âge. Et la durée de vie, du coup, du contenu est encore plus courte que sur X. Là, c'est vraiment très, très rapide. Donc, certes, on peut un peu surfer sur certaines tendances, mais du coup, il faut créer sans cesse du contenu pour attirer des gens. Ouais, donc ce que tu dis, c'est que c'est YouTube, quoi, le meilleur réseau social, c'est ça, Ah Amaury? ouais, moi, c'est mon préféré, vraiment de loin et de loin. Et ça, depuis longtemps, parce que je trouve qu'il y a vraiment ce côté long, justement, qui est intéressant, qui est vraiment hyper adapté au contenu éducatif. Moi, ça m'a permis d'apprendre plein de choses, mais dans plein de domaines différents, même en dehors de la psychiatrie. J'aime beaucoup les tutos YouTube, notamment. Je pense que tout le monde en utilise quand il y a besoin pour, que ce soit pour du bricolage, pour de la cuisine ou pour plein d'autres choses.
ou pour apprendre des choses sur des certaines sciences physiques ou autres. C'est quand même vraiment très poussé comme réseau sur ces questions-là. Ça permet de toucher vraiment quasiment tout le monde, une audience très large, avec du contenu qui est très durable du coup, parce que ben, en fait, on peut rechercher avec les mots-clés très facilement des anciennes vidéos. Et YouTube nous propose aussi des réseaux, enfin des vidéos anciennes. Donc c'est assez intéressant. On peut se casser la tête un petit peu sur une vidéo, mais après on sait qu'elle va rester longtemps. Donc on a des vidéos qui datent d'il y a 4 5 ans, elles sont toujours très regardées sur Greymovius, ce qui ne serait pas possible sur d'autres réseaux sociaux. Donc c'est quand même très intéressant. Et puis du coup, ben, forcément, ça oblige aussi à avoir un contenu plus sérieux parce que c'est un endroit qui est assez compétitif, entre guillemets, comme il y a beaucoup de vidéos, notamment anciennes, qui sont proposées dans les mots-clés. Ben, pour être en haut des mots-clés, il faut proposer des choses qui intéressent les gens, qui soient plus sérieux. Donc ça donne accès vraiment à du contenu de haute qualité. Ouais, ouais, c'est bien YouTube. C'est un peu la télé des réseaux sociaux, quoi, en fait. Non, parce que je veux dire par là, c'est vrai, c'est bien, c'est intéressant, mais enfin, faut créer un contenu, quoi. La quantité de travail, quoi, qu'il faut faire, il faut limite un monteur, il faut du matos, faut monter, il faut mettre du son. Enfin, ça demande une énergie et presque une équipe de prod pour faire un truc qui ressemble à quelque chose. Donc, c'est quand même pas simple. Et puis, sans garantie non plus de retour derrière, parce que il y a tellement de créateurs aussi que comment tu fais pour devenir visible sur YouTube aujourd'hui, quoi? Je ne sais pas combien il y a de millions de vidéos, combien de milliers qui sortent par jour. Et si t'es pas aussi, tu connais pas le domaine, comment tu fais pour juger du sérieux d'un contenu? Puisque l'algorithme va pas forcément mettre en avant du contenu de qualité, il va mettre en avant ce qui lui juge, je pense, être plus partagé. Donc, alors, je sais qu'il y a il y a des certifications YouTube Health qui existent, mais c'est quand même loin d'être la majorité des contenus. Franchement, si tu t'y connais pas dans un domaine, tu as vraiment à boire et à manger. Et en psychologie, psychiatrie, c'est vraiment le cas, par exemple, hein. Ok, donc toi, tu préfères LinkedIn, quoi. Ah, LinkedIn. J'aime bien LinkedIn. Ouais. Ouais, j'aime bien. J'aime bien parce que ça a les qualités de X aussi. C'est-à-dire que on a aussi une réactivité sur l'actualité. Alors, pas forcément aussi importante que sur X. Mais là, on est dans un réseau professionnel et on a beaucoup de contenu purement professionnel. Donc, c'est ciblé là-dessus. Quand on va sur LinkedIn, on va pas chercher des photos de chatons. Mais on va chercher du contenu pro. Il y a beaucoup de contenu de qualité, des parts d'informations sourcées aussi. Le gros avantage aussi des posts LinkedIn, c'est qu'ils sont en 3000 caractères versus les 250 de X. De ce fait-là, on peut développer des idées, on peut développer du contenu plus, je dirais, plus poussé. Il y a également plus d'interactions. La durée de vie des posts est beaucoup plus longue aussi sur LinkedIn, ce qui rejoint un peu la durée de vie de Facebook, par exemple. Quand je mets un post psychoéducatif, je sais qu'il est partagé des fois 3, 4, 5 semaines après avoir été publié. Donc on est sur quelque chose qui a une longue durée de vie et puis qui permet aussi d'élargir vraiment le réseau professionnel. J'ai rencontré plein de monde sur ce réseau, d'autres hôpitaux, des collègues, des professionnels libéraux, que ce soit des psychologues, des psychiatres, des infirmiers, des médiateurs de santé pairs aussi. C'est un lieu de rencontre aussi, LinkedIn, et je trouve qu'il a vraiment sa place dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, enfin, moi, sur LinkedIn, ce que je déteste, c'est vraiment le storytelling cucu. Tu vois, tu as des posts du genre mon chat croquette est mort hier et comme il était peu heureux, ça m'a fait découvrir que la vie valait la peine d'être vécue et qu'il fallait dépasser ses peurs. Alors, je te propose une formation au modique prix de 70 euros. Vas-y, inscris-toi et tu verras, ta vie sera géniale. Tu vas pouvoir dépasser tes peurs toi aussi. Voilà, on est vraiment sur un storytelling un peu cucu avec de l'autopromotion un peu poussive. Ça, moi, vraiment, je trouve que c'est un peu agaçant quand on est sur LinkedIn. Euh,
je trouve qu'en tant que professionnel de santé, c'est peut-être moins pertinent d'y être que pour d'autres professionnels parce qu'au départ, c'est quand même un réseau pour faire, bah, justement, pour trouver du travail, pour faire un réseau professionnel. Et je trouve qu'en tant que professionnel de santé, ben, peut-être c'est un peu moins adapté à notre pratique. J'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui disait que peut-être le meilleur réseau social, ça dépendait finalement de ce qu'on vient y chercher et du sujet dont on parle. Et je crois que c'est peut-être pas la sagesse qu'il faut retenir de ce duel, en tous les cas de ce battle des réseaux sociaux. En tous les cas, tout ça a pu nous permettre de voir quel type de contenu on crée et on adapte selon les réseaux. Bien sûr, maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de voir avec les études scientifiques ce que nous disent finalement bah, les études sur la pertinence. De créer du réseau, de créer du contenu pardon, sur les réseaux et peut-être les limites. C'est vrai. Ouais, il y a pas mal d'études qui paraissent sur la question. J'ai regardé sur Google Scholar en tapant psychoéducation and YouTube and TikTok and Twitter. Je m'étais amusé à regarder un petit peu ce qui était sorti. Donc, il y a des études qui sont plus sur le contenu général, plus sur le contenu professionnel, qui sont assez diverses avec notamment des dates assez récentes, sauf Twitter où c'est un peu plus ancien, peut-être parce que le nom a changé entre-temps, du coup ça complique un peu les choses au niveau de la recherche. Mais voilà, on a pas mal de choses que je vais vous présenter, du coup j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Pardon. Ah, Donc il y a quelques études qui sont un peu plus donc, sur la réflexion sur comment du coup le réseau social s'intègre dans la santé mentale. Il y en a une par exemple qui était assez intéressante sur TikTok, donc sur cette question de l'autodiagnostic qui est ressortie beaucoup, qui a même été mis dans les commentaires comme une des limites des réseaux sociaux. Donc il y avait une étude qui s'était intéressée à cette question parce que ben, du coup TikTok actuellement c'est le cinquième réseau social, donc après Facebook, hein. Facebook est devant, et WhatsApp, YouTube, Instagram. Donc ça génère quand même plus de 1 milliard de vues quotidiens en 2024, ce qui est quand même assez important, avec du coup des algorithmes qui sont différents par contre des autres réseaux sociaux, ce qui permet justement d'avoir un gros dynamisme en termes de nouveaux contenus. Généralement, c'est l'intérêt de l'utilisateur qui est mis en avant la popularité du contenu, ce qui peut aussi faire qu'on s'enferme du coup dans un certain contenu. Chacun a ses avantages et inconvénients dans les algorithmes. Et du coup, il se questionnait sur cette tendance à l'auto-diagnostic. Il y a plusieurs auteurs qui disent que le contenu glamorise, romantise, ou voire est un peu excentrique sur TikTok, ce qui du coup ne représente pas la vraie neurodiversité et minimise les vrais défis que les patients affrontent. Donc, ça peut aussi nuire derrière aux ressources sociales qu'on va leur donner, parce que si on a une vision un peu trop glamour du trouble psy, ben, en fait, quel est l'intérêt de mettre des financements dans quelque chose qui serait glamour? Donc, ça pose quand même pas mal de questions, mais tous les auteurs ne sont pas forcément d'accord, notamment Marshall, qui dit qu'une telle tendance, selon lui, n'existe pas, notamment, donc, il parle des diagnostics de TDAH et d'autisme, qui grimpent certes actuellement, mais vers un plateau naturel et qui devrait du coup se stabiliser à mesure que la précision et sensibilisation au diagnostic augmentent. Il dit que les individus finalement qui s'autodiagnostiquent, en fait, le font pas uniquement sur TikTok, mais le font sur la base de recherche qu'ils font ailleurs aussi sur Internet. TikTok, finalement, ça leur permet peut-être parfois de se sensibiliser, mais que c'est pas la seule source d'information. Et aussi que finalement, si cette méthode diagnostique, cet autodiagnostic-là est présent, c'est parce que ben, le système de santé, on galère parfois à répondre aux besoins du public, notamment avec les longues listes d'attente qu'on peut avoir parfois dans certains endroits. Il y avait plusieurs études qui avaient regardé dans l'évaluation neurodéveloppementale du TSA ou du TDAH. Alors certes, la médiane est plutôt rassurante. La médiane est de 3 mois d'attente. Par contre, si on prend la moyenne, ça monte à 40 semaines. Donc c'est 10 mois d'attente. Et au maximum, ça peut aller jusqu'à 2 ans chez les enfants et les jeunes. On a ce problème-là, notamment à Strasbourg, parfois de 2 ans d'attente, qui n'a plus beaucoup de sens au bout d'un certain temps quand même. Enfin, ça a toujours du sens, mais ça en a quand même moins. Donc forcément, les gens, ils cherchent ailleurs des réponses. Certains attendent même jusqu'à 4 ans dans
certaines études, donc ce qui est quand même assez inquiétant, et parfois ils sont renvoyés au final sans vraie offre de soins, donc c'est pas forcément beaucoup mieux non plus derrière. Euh, une autre étude qui était intéressante, c'était sur Twitter, où ils s'étaient questionnés finalement sur pourquoi est-ce que les gens tweetent sur la santé mentale. Et donc, en fait, ils avaient lancé un hashtag directement, Why We Tweet MH, donc Mental Health. Ils l'avaient diffusé sur 2 mois. Donc, ils avaient identifié 132 tweets, ce qui est plutôt pas mal, et ils avaient regardé donc, ce que les gens avaient mis comme thème. Donc, vous voyez là les thèmes à droite hein, qui ressortent le plus. Donc, il y avait support, awareness, donc conscience, partage, seul, isolement, etc. Il y avait pas mal de choses qui pouvaient faire qu'on tweet. Et il y avait du coup 4 thèmes qui ressortaient. Donc, il y avait le sentiment d'appartenance à la communauté, le fait de se sentir moins seul, la sensibilisation, la lutte contre la stigmatisation, le fait qu'on rencontre des gens qui arrivent à parler de façon un peu plus neutre de ces questions-là, d'avoir un espace sûr où on peut s'exprimer, où on ne va pas être rabaissé, etc. Et où on peut aussi trouver des gens qui s'adaptent, ou même un réseau social parfois qui s'adapte avec les mots-clés, etc. Une certaine autonomisation aussi dans l'information. Ça avait quand même pas mal d'avantages. Euh, c'était plutôt bien vu par les auteurs. Ensuite, il y a des études qui se font plus une forme d'état des lieux pour voir à quel point c'est fiable ou pas l'information qu'on met sur les réseaux. Donc, il y en a une qui s'était intéressée, par exemple, à YouTube, ce qu'elle disait sur les TOC. Donc, YouTube, c'est le deuxième site web au monde après Google, hein. Voilà, c'est aussi un des arguments supplémentaires pour dire que YouTube, c'est le meilleur. Donc c'est assez intéressant. Ils avaient regardé, donc ils disaient que c'était un haut potentiel psychoéducatif, mais que par contre, pas forcément malheureusement, il y a parfois des fausses informations qui sont retrouvées. Donc ils avaient regardé pour les TOC, ils avaient tapé plusieurs mots-clés et ils avaient évalué les 30 premières vidéos par mot-clé. Sachant qu'il y avait 11 mots-clés qu'ils avaient tapés, donc ça leur faisait 330 vidéos. Et au final, 82 étaient appropriés pour l'analyse. Globalement, c'était plutôt bien. Ça décrivait plutôt bien les obsessions pour 83% des vidéos ou les compulsions pour 75%. Après, ça allait pas forcément toujours bien en profondeur. Les fondements biologiques, par exemple, étaient mentionnés que dans 22% des vidéos. Et la pharmacothérapie ou la psychothérapie était mentionnée dans 33 ou dans 41% des vidéos. Donc, aussi, il faut dire que souvent, c'est des vidéos qui sont faites par des gens qui n'ont pas forcément d'expertise médicale ou psychologique, donc ils vont pas forcément toujours aller sur ces questions-là. Parfois juste partager leur expérience ou autre. Mais en tout cas, du coup, ils disaient que ça avait plutôt une bonne utilité éducative, le jugé utile pour 69,5% des vidéos. C'est assez intéressant. Ils avaient fait un peu une même étude sur TikTok, du coup, voir à quel point c'est fiable ce qui est partagé, ou en tout cas à quel point ça aide les gens. Ils avaient regardé donc sur le trauma, avec ce rationnel-là qu'un événement traumatique survient en moyenne chez 70% de la population, mais que le psychotrauma, heureusement, ne se développe pas chez toutes ces personnes-là, ça se développe en moyenne chez 4%. Donc c'est quand même déjà un chiffre assez élevé. Et on sait que pour éviter qu'un événement traumatique devienne un psychotrauma, le soutien social ou la psychoéducation permet de récupérer plus vite et éviter du coup de passer un psychotrauma. Euh, donc, ils avaient regardé à quel point TikTok, pardon, aidait sur la question. Ils avaient analysé 5 hashtags et ils avaient pris les 50 meilleures vidéos de chaque hashtag, donc ce qui leur avait donné 250 vidéos. Il y avait en gros 2 types de contenus, soit du pédagogique, qui était un peu moins présent, soit le partage d'histoires personnelles qui là était très présent à 67% des cas. Il y avait un engagement assez important, ça, c'est quand même le gros avantage de TikTok. Par contre, il y avait un avertissement pour contenu sensible que dans 4% des vidéos. C'est quand même assez faible. Donc, il disait que c'était un risque potentiel de traumatisme vicariant, parce que ben, si on est exposé comme ça, sans le savoir, à plein de traumatismes que les gens nous racontent, ça peut quand même être un peu délétère. Mais ça a quand même ce potentiel-là de favoriser les liens sociaux, de fournir une validation, de réduire la stigmatisation, permettre du coup de se sentir connecté avec d'autres gens qui ont vécu des choses qui se rapprochent de certaines expériences qu'on a pu vivre, donc on se sent quand même moins seul.
Et donc, il disait, les auteurs, que les professionnels devraient profiter de ce réseau pour diffuser des informations précises sur la santé mentale. Ils avaient aussi regardé sur Twitter sur la schizophrénie. Bon, là, c'était un petit peu moins bon comme résultat. Ils avaient, en même temps, il faut dire aussi que le parti pris, en tout cas la façon de tourner la méthode était un peu plus dure déjà. Ils voulaient regarder à quel point chaque mot, le mot de schizophrène ou le mot de diabète, à quel point c'était associé à des connotations négatives. Ils avaient regardé si c'était plutôt sarcastique, si c'était plutôt du contenu négatif, si ça manquait de référence, ou si c'était inapproprié. Chaque fois, ils vous disent à droite comment est-ce qu'ils ont jugé si c'était négatif, sarcastique, etc. Bon, c'était parfois un petit peu dur quand même sur la façon de désigner ça. Mais donc, forcément, ils avaient trouvé que la schizophrénie était plus négatif, plus inapproprié, plus sarcastique que le diabète. Ce qui révèle hein, aussi ce qu'on voit en population en dehors des réseaux sociaux. Donc, c'est aussi important de rappeler que les réseaux sont aussi une fenêtre de la vie de tous les jours. Donc, c'est pas uniquement le problème, c'est pas forcément que le réseau social, mais aussi la façon dont les gens le voient. Mais en tout cas, c'est vrai que ça pose question et c'est quand même un des inconvénients des réseaux sociaux. Euh, ouais, c'était Donc, peut-être pour toi qui voulais le l'actualité, présenter. ces derniers temps, donc, il y a eu la commission TikTok qui se passe d'ailleurs en ce moment, qui enquête sur les effets psychologiques de l'utilisation des réseaux et notamment de TikTok sur les mineurs, parce qu'il y a pas mal voilà, d'inquiétudes sur les challenges et l'impact aussi de certains réseaux sociaux. Il y a une enquête dernièrement qui est sortie là tout début juin. Je me suis trompée sur la date, mais c'est début juin qui montrait que 52% du contenu santé mentale n'était pas, enfin, était problématique. Soit parce que ça j'arrive pas à le dire, pathogisait, soit parce que les termes étaient flous ou mal utilisés, qu'il y avait vraiment de la vulgarisation simpliste, ou que c'était une généralisation d'expériences personnelles ou encore que c'était de la promotion pour des thérapies qui étaient non validées. Donc que ça posait vraiment un gros souci d'avoir du contenu santé mentale qui était finalement pas fiable. Donc en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on s'intéresse à la protection de nos adolescents, de nos jeunes, et que c'est un sujet qui monte de plus en plus pour essayer de trouver une façon de responsabiliser les plateformes, de responsabiliser aussi les consommateurs de réseaux sociaux et pourquoi pas les parents qui puissent accompagner l'utilisation, la consommation de leur enfant ou de leur jeune. Et d'ailleurs, il y a d'autres études donc, qui s'intéressent plus à l'usage professionnel des réseaux sociaux. Donc, comment, quand des professionnels utilisent ces réseaux, quel impact ça peut avoir? Il y a une étude qui était assez intéressante qui faisait un essai contrôlé randomisé, donc c'est quand même plutôt assez haut niveau. En regardant sur YouTube, voir à quel point des vidéos sur la dépression permettaient du coup de réduire justement la dépression chez des enseignants. Ils avaient fait ça en école primaire. Donc, ils avaient pris 10 semaines. Donc, pour ça, ils avaient fait ça sur 10 semaines avec 97 enseignants. Ils avaient évalué sur la BDI, donc l'échelle sur la dépression, pour voir un peu comment ça a évolué avant et après. Donc, c'était assez intéressant. Ils notaient que des gens qui avaient suivi les différentes vidéos sur YouTube, donc qui avaient été dans le groupe qui bénéficiait de ces vidéos, avaient une réduction significative de la dépression alors que ceux qui étaient dans le groupe témoin n'avaient aucune réduction significative de leur dépression. Donc ça donne quand même beaucoup de possibilités de voir à quel point une chaîne YouTube peut aider même sur des patients assez sévères quand même, hein. C'était dépression, un stade de dépression sévère. J'ai recommandé que les conseillers devraient adopter le conseil VLOG dans le traitement de la dépression. Quand on voit des patients en difficulté, on les rattache à certaines vidéos, que ce soit sur YouTube ou autre, mais c'est vrai que YouTube a cet avantage-là, notamment de pouvoir faire des vlogs, des playlists, comme ça, où on a différents thèmes. Ils avaient regardé aussi du coup sur TikTok. Ils avaient fait une petite étude. Alors là, c'était pas forcément en psychiatrie, mais je trouvais ça intéressant aussi d'élargir la réflexion sur des personnes du coup qui ont des lymphomes,
tout cas des cancers assez importants, qui doivent prendre des traitements qui ont des effets secondaires très gênants, mais qui sont très importants à long terme, parfois même qui peuvent obtenir une rémission, hein. Je crois notamment c'est le cas du 6MP qui est mentionné dans cette vidéo TikTok. Malheureusement, je crois qu'elle n'est pas disponible, on n'a pas réussi à la voir pour Et on en a une autre, regarde. présentation, mais on en a une autre. Donc c'est du contenu assez ludique. Donc voilà, l'idée c'est de faire des trucs un peu drôles qui vont faire que les gens regardent la vidéo, qu'elle devienne assez populaire pour que du coup elle puisse être accessible aux gens qui en ont besoin. Donc c'est assez intéressant parce que c'est des choses très simples à mettre en place finalement, mais qui peuvent avoir assez rapidement un retentissement. Et notez, hein, pour cette vidéo-là sur le 6MP, que ça avait eu plus de 7000 vues sur TikTok, plus de 1400 sur Facebook, 16 000 sur Instagram, 6000 sur Twitter. Donc c'est quand même très facile. C'est une vidéo qui dure 10 secondes et tout de suite on a accès à plein de gens. Donc c'est vraiment un gros avantage des réseaux. Si on résume, le négatif, et vous l'avez bien soulevé dans vos commentaires, c'est vrai que c'est le risque de fausses informations, le risque d'autodiagnostic. Mais du coup, d'autodiagnostic, je rajouterais incorrect, parce qu'en soi, c'est pas forcément gênant si les gens s'autodiagnostiquent, si c'est correct. Ce qui est plus gênant, c'est quand ils sont fixés sur un diagnostic, qui sont du coup derrière plus trop à l'écoute des professionnels, qui sont un peu rigides sur certaines façons de penser, qui pensent, en ayant vu deux, trois vidéos, qui pensent tout connaître sur la santé mentale. Bien sûr, les choses sont souvent plus compliquées. Ça, c'est un des inconvénients, mais si le diagnostic est correct, ben, ça pose pas de souci. Et c'est du coup dans les points positifs, c'est que ça permet de déstigmatiser, de motiver à rechercher de l'aide. C'est utile du coup pour le partage d'expériences entre les patients. Et en plus, on peut même en faire un usage professionnel. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Alors, qu'est-ce que vous pensez, puis ce début de présentation, est-ce que maintenant vous avez changé un peu d'avis et que vous avez envie de créer du contenu professionnel sur les réseaux sociaux? Ah, on a un créateur de On contenu. a quand Et même qui nous quatre. a rejoints, qui n'était pas là au début. Non, trois. Et oui, pour cinq. On a réussi à convaincre 6 personnes de l'intérêt de la psychoéducation sur les réseaux sociaux. Bah alors là, vraiment, on est content. Si on a 6 nouveaux collègues qui nous rejoignent, on va être ravis. Et non pour 9. Ce serait intéressant à la fin de prendre votre avis et pourquoi ça reste non. Est-ce que c'est en lien avec l'intérêt? Est-ce que c'est en lien avec le fait de créer du contenu en tant que tel et de ne pas savoir par où commencer? D'ailleurs, David, lui, est de très bons conseils pour vous aider, pour les personnes qui ont envie de se lancer. Oui, merci Delphine. L'idée, effectivement, c'est de donner un peu les outils de début, le tutoriel, un peu, de partage d'informations pour pouvoir bien débuter sur les réseaux sociaux parce que alors je sais pas vous Delphine et Amaury, mais moi j'avais pas de tuto quand j'ai commencé et donc c'était un peu du tâtonnement avec essais-erreurs. Alors on apprend, hein, c'est bien, ça crée du savoir expérientiel, mais l'intérêt de ce savoir-là, c'est pouvoir aussi partager. Je dirais gagner du temps pour pouvoir le faire de qualité. Donc, on a vu dans les présentations que créer du contenu, faut aussi contribuer. Il y a effectivement beaucoup de fausses informations, etc. C'est important que les professionnels soient là aussi pour donner de l'information de qualité, parce que cette place, il faut la saisir en fait. Mais il ne faut pas la saisir pas n'importe comment. Et il faut pouvoir, je dirais, déjà avant de se lancer, c'est le premier point, et c'est peut-être un des points, c'est déjà se poser la question pourquoi on y va? Parce que des fois, on a envie de partager, mais c'est quel objectif, quel public on vise? Est-ce qu'on vise les collègues? Est-ce qu'on vise les patients? Est-ce qu'on vise le grand public? Est-ce qu'on vise les journalistes? Est-ce qu'on vise les politiques? On va pas faire forcément les mêmes messages, ni la même transcription, ni les mêmes intentions en fonction des objectifs qu'on définit. Et puis, est-ce qu'on vient en tant que professionnel, publiant que du professionnel, ou on mélange le tout? Donc, c'est important d'avant de se lancer, d'être au clair sur ce qu'on fait. Donc, quel est l'objectif d'investir les réseaux sociaux? Lorsqu'on regarde nos trois réseaux sociaux, on peut voir assez facilement, je dirais,
la ligne de conduite et la ligne éditoriale en fait présentée et qui va refléter aussi le contenu et comment on peut aussi le conseiller aux patients. Donc élaborer une stratégie de communication. On peut avoir des choses à dire, mais lorsqu'on se lance dans un réseau social, clairement, il faut le nourrir. Euh, Quoi que ce soit le réseau qu'on utilise, même une chaîne YouTube où effectivement une vidéo peut durer plusieurs années, si la chaîne n'est pas alimentée, la chaîne n'est pas vue. Et donc, il faut pouvoir amener de manière En, régulière. en commentaire que ça avait l'air chronophage. Oui, c'est chronophage, effectivement. Il faut avoir en tête qu'effectivement, il faut anticiper le contenu, il faut pouvoir le créer, il faut pouvoir le modéliser. On peut avoir une très bonne idée, mais pas savoir comment ni la formuler à l'écrit ou alors la faire, la construire en vidéo. Donc, il y a aussi cette dimension de création qui est à la fois extrêmement riche, mais aussi qui nécessite de pas, je dirais, un effort réflexif important. Lorsqu'on est professionnel de santé aussi, ça paraît tout bête, mais il faut respecter la loi. Donc, les principes éthiques, il faut les garder. On vit en tant que professionnel, donc qui fait aussi qu'on doit garder notre éthique professionnelle, même sur les réseaux sociaux. Je vous dis ça parce que, on voit des médecins sur les réseaux sociaux, notamment sur X par exemple, qui en se présentant en tant que médecin peuvent se montrer extrêmement irrespectueux. Dans les interactions à autrui, voire être insultant, ça arrive. Il y a un collègue réanimateur qui a été condamné il y a une semaine à un mois d'interdiction d'exercer pour avoir insulté euh, quelqu'un dans un poste sur X. Donc, même médecin, on n'est pas protégé par rapport à ça, et au contraire, il faut garder cette ligne-là, notamment de respect de la loi. Il faut être aussi également pouvoir créer du contenu et avoir du public, il faut réagir avec lui. C'est pas tout de créer, c'est aussi pouvoir répondre aux questions tant que faire se peut, pouvoir préciser quand c'est nécessaire, être réactif et régulier dans les interactions. Il faut créer cette proximité, de pouvoir être identifié comme présent et il y a cette notion-là de rester à l'esprit des gens, dans l'esprit des gens, c'est-à-dire de pouvoir dire bah tiens, il y a telle information, qu'est-ce que la dernière publication de Delphine, par exemple. Euh, on sait qu'il y a une publication. Alors, j'ai pas forcément le rythme en tête, mais il y a une fréquence et on sait qu'on a du nouveau contenu qui arrive de manière assez régulière. J'en parlais tout l'instant, c'est respecter les interlocuteurs. C'est pas toujours simple, hein. Autant quand les commentaires sont sympas, c'est bien. Quand c'est plus insultant, ça arrive. Il faut pouvoir résister aux provocations, pas forcément répondre. Alors tout à l'heure, c'était de la battle gentille, hein, évidemment. Mais le lieu, c'est de pas monter non plus, je dirais, de manière symétrique. Tout le monde y perd dans l'histoire. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Des gens qui s'insultent, les deux insultent, même si on est professionnel de santé. On ne fait pas passer nos messages en réglant nos comptes sur un réseau social. Et on parle beaucoup de X par rapport à ça, mais c'est valable quel que soit le réseau en réalité. Choisir une exposition publique nécessite rigueur morale et éthique. Pourquoi on le fait? Quelle information publique? Toutes les informations ne sont pas forcément bonnes à donner. C'est toujours très important de quantifier. Si je donne cette information, elle devient publique. Elle échappe à notre contrôle. Mettre cette information, est-ce qu'elle est un intérêt pour le public? Est-ce que c'est une question de bénéfice-risque en fait? On peut avoir du très bon contenu potentiel, mais pourtant en mettant dans une balance, on dit ouais, mais est-ce que le risque n'est pas finalement plus important que le bénéfice attendu? Ne pas forcément répondre à tous, mais préciser les propos si nécessaire, c'est un peu le problème. Alors, Delphine, je pense que c'est pareil que pour moi. Au bout d'un moment, j'arrive plus à suivre les notifications. Ça devient extrêmement compliqué. Il faut préciser de temps en temps aussi public qu'on peut. On n'est pas H24 connecté à nos réseaux sociaux. On n'est pas tenu forcément à répondre à tout le monde, de jour comme de nuit. C'est pas forcément de respect, mais on peut poser aussi des règles, des limites sur ce qu'on peut répondre ou pas, ou faire des pauses aussi. On a le droit de faire des pauses des réseaux sociaux. Aucun problème de couper pendant quelques jours. On peut le préciser. On perd pas forcément ni en crédibilité, ni en interactivité. Je dirais qu'il faut aussi être très transparent. Prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi de prendre soin en tant que créateur. Et des fois, ça vaut le coup de couper parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie. Ne pas exercer la médecine sur les réseaux sociaux. Ça, c'est super important. Alors, c'est valable aussi, je pense, pas non plus de psychothérapie sur les réseaux sociaux. Euh, c'est important bien de préciser, d'orienter vers je dirais,
d'orienter vers les professionnels. Chaque situation est particulière. Chaque situation nécessite une anamnèse complète, une connaissance à la fois des symptômes, mais également du contexte de vie. On sait à quel point, notamment TCC, l'analyse fonctionnelle, est importante et elle ne peut pas. Le réseau social n'est absolument pas taillé pour réaliser ce type de travail, même en message direct. Clairement, quelqu'un évoque d'un souci psychologique ou quelque chose qui nécessite une prise en charge, on oriente vers qui de droit, on peut aider à accompagner dans la démarche, je dirais, de consulter en renforçant la motivation, mais clairement à pas le faire à la place des pros sur un réseau social. Ça rejoint la question aussi de rester vigilant sur la proximité des interactions et réfléchir toujours avant de poster. Quand on poste quelque chose, il devient public. C'est un peu comme si vous mettiez quelque chose à l'extérieur et vous perdez le contrôle. On parle souvent des photos, par exemple, des photos qu'on peut publier, qui peuvent échapper au contrôle, qui peuvent être détournées, etc. C'est pareil quand on publie sur un réseau social, euh, ça peut arriver sur le coup de l'énervement, on a envie de poster un post, peut-être qu'on va regretter par la suite, qu'on peut effacer, mais les captures d'écran, ça existe. Il faut être toujours extrêmement vigilant sur ce qu'on publie. Partage aussi. Une fois que tu partages, C'est tu fini. peux passer. Mm. Ouais. Justement, une question dans le chat sur est-ce qu'on a des exemples d'informations qui n'est pas bonne à dire, où il y a plus de risques que de bénéfices? Ça peut être par exemple sur des médicaments, par exemple, quelque chose de précis. Par exemple, nous, on n'a pas le droit de faire la publicité en tant que médecin, tel ou tel produit ou tel. Parce qu'il y a cette notion-là de pouvoir informer sans publicité. Et j'ai un effet, par exemple, c'est ce qui n'est pas bon à donner, c'est il y a tel médicament, on l'utilise de telle manière, si vous le prenez à telle heure, etc. Prenez de cette façon-là, on en discute après. Ça, on ne fait pas de prescription, par exemple, sur un réseau social. On peut informer, ça se prend de cette manière-là. Faites attention à ces éléments et surtout, vous en parlez à vos professionnels. Il y a des informations qu'il faut orienter, je dirais, sur la personne de qui de droit. Ça fait partie des informations à être vigilant. Attention également à l'aspect de partager lorsqu'on travaille à un hôpital aussi, attention aussi au partage de cas cliniques, l'anonymisation, le fait de faire en sorte que ce soit surtout pas reconnaissable. Et il suffit pas des fois de masquer les noms. Il faut être très 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 vigilant on partage des situations cliniques où quelqu'un pourrait se reconnaître malencontreusement, je dirais, dans une description clinique sur un réseau social. C'est très 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 malvenu. Spécial soignant, donc rigueur morale et éthique, attention au secret professionnel, je viens d'en parler. Ne pas nuire à l'image du métier, hein. Lorsqu'on est médecin, psychologue, si on arrête les consultes à 18h, et à 19h, on représente en fait notre profession, quelle qu'elle soit, et on se doit d'être exemplaire aussi sur la présentation publique que l'on donne, puisque ça a un impact direct sur le métier. Ne jamais se moquer, si je reviens avant, c'est extrêmement important. On ne se moque pas des patients sur les réseaux sociaux. Ça fait partie des informations partagées. Des fois, ça démange, soyons clairs. Des fois, on se dit, il y a des situations compliquées qu'on aura envie de partager. Mais c'est une très, 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 très mauvaise idée de partager sans éléments sur les réseaux sociaux. Ça peut faire extrêmement de mal aux personnes concernées. Euh, concernés par une problématique qui n'est pas forcément la leur, mais dans laquelle des fois ils peuvent se reconnaître. Et un des credos, ça marche moins bien avec X, mais votre docteur n'est pas Twitter. On oriente vers les pros. Ça, c'est super important. Résister aux provocations, c'est important. Lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, c'est comme si on se mettait dans un forum. Vous avez des gens sympas, vous avez des gens bien intentionnés, et vous avez toute une panel de gens qui attendent qu'une chose, c'est de mordre, de rabaisser, de critiquer, d'essayer de déstabiliser, ce qu'on appelle un troll. J'en ai, je pense que Delphine doit en avoir rencontré aussi. C'est difficile d'y échapper, Amaury aussi. C'est difficile d'y échapper quand on est sur un réseau. Il faut avoir en tête qu'il y a cette population qui traîne par là et qui a très très envie de vous sauter dessus, de vous agripper, de vous faire beaucoup de mal.
Donc, qu'est-ce que c'est un troll? C'est un utilisateur postant exprès une phrase pour faire démarrer au cœur de tour la communauté ou sa victime, qui va vous poster, qui va déjà généralement vous tutoyer, et va balancer un truc qui des fois n'a rien à voir avec le sujet, mais dont l'objectif est de pouvoir de vous déstabiliser, de créer, de provoquer une réaction chez vous. Il est utile, constructif de ne pas renchérir surtout. Ah, c'est super important. Il ne faut pas limiter ce genre de commentaires parce que c'est typiquement le genre de commentaires où on aurait très 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 envie de répondre, de défendre son honneur des fois. Euh, il ne faut pas le faire. Il faut bloquer si besoin. Des fois, ce qu'on peut faire, ce que je fais, c'est je note une réponse et je la poste pas. En J'attends. tout cas, David, moi je trouve que si on répond, il faut répondre pour les gens qui vont lire et Oui, pas c'est pour ça. les trolls. Mm. Mais des fois, ça vaut pas le coup. Il faut toujours se poser la question, est-ce que ça vaut le coup par rapport aux gens qui lisent de poster? Souvent, je trouve que c'est pas le cas. Oui, il vaut mieux supprimer, oui. Il vaut mieux supprimer, voire ignorer. Alors, comment on reconnaît? Il y a des signes, il y a quand même des indices globaux. Un compte anonyme, un contenu haineux ou démoralisant qui est provocateur, qui refuse d'argumenter avec des déclarations douteuses. Des attaques ad hominem. Un attaque ad hominem, c'est quand on vous attaque vous en tant que professionnel. Vous n'êtes pas bien. David raconte n'importe quoi. Point. Ne l'écoutez pas. Point. Euh, Constamment sur un même sujet en boucle et qui commente sans interruption tant qu'il est alimenté. C'est pour ça qu'il y a un aspect don't feed the troll, c'est-à-dire clairement, il ne faut pas lui donner à manger parce qu'il va rebondir, rebondir, rebondir dessus. Mm. Merci. Eh bien maintenant, place aux questions. Alors j'en ai vu une d'ailleurs qui est intéressante, c'est est-ce qu'on se sert et qu'est-ce qu'on pense du fait de se servir de ChatGPT pour la création de contenu? Jamais. Je dirais, ah, je peux, Ouais, vas-y. faut pas laisser ChatGPT faire le contenu à notre place. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est dommage de lui donner toute la partie créative qui est sympa. Moi, ça m'arrive de m'en servir, mais plus des fois pour valider une idée ou pour voir si j'ai rien oublié, mais moins pour copier-coller, quoi. Moi, je lui demande des fois, quand c'est des posts écrits, comment ça peut être compris? Parce que des Ah, fois, lorsqu'on poste quelque chose d'écrit, il peut y avoir de différents niveaux de lecture qu'on ne perçoit pas forcément au départ. Et des fois, avec des fois les retours d'autres personnes, on se dit, ah, en fait, on peut le lire des fois de différentes façons sans qu'on ait forcément perçu au départ. Et des fois, je l'utilise en me disant, est-ce que ce que je dis là, comment tu le comprends? ah, c'est intéressant. Je l'ai jamais utilisé de cette façon-là. Et des fois, c'est surprenant, hein. Ah Mm. oui? Ouais. Et est-ce que tu lui donnes des clés en disant voilà ma population qui est représentée de telle personne, de tel âge, comment ils vont comprendre ce poste? Est-ce que c'est plus ça ou... Ça dépend de l'objectif du poste initial. Des fois, je lui demande simplement, je lui donne un poste, je lui dis comment tu le comprends. Ok. Mm. Et toi, Intéressant. Sophie. J'ai jamais utilisé pour du contenu. En tout cas, pas encore, mais c'est vrai que ça pourrait se réfléchir. Là où je l'avais utilisé, c'était parfois, notamment quand on veut écrire en anglais, pour Ah oui. améliorer le style. Je pense que ça peut être aussi utile pour le contenu si vraiment on veut améliorer le style. Mais aussi, l'autre chose, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est que ce que j'aimais bien faire, moi, c'était de lui donner les articles que j'ai faits, et lui dire combien tu l'évaluerais sur 20. Et du coup, ça me dit sur 20 combien il le Et alors, situe. c'est quoi ta note? Du coup, j'avais bien amélioré notamment un article, je crois que j'étais passé de 13 un truc comme ça, à 17 ou 18 avec ses conseils. Il m'avait donné plusieurs conseils assez amusants. Moi, j'ai pas tous suivi parce que parfois il déconne quand même, hein, faut pas le prendre au pied de la lettre. Faut quand même faire gaffe. ChatGPT est intéressant, mais a pas mal de limites, notamment avec les hallucinations. Parfois, par exemple, en recherche, il va proposer des faux articles, enfin, même quasiment à chaque fois, il propose des faux articles. Ah oui, oui. Donc c'est assez bizarre parce que moi au début je croyais que c'était fiable et puis je suis allé voir et waouh, Non, 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 des fois, les articles, ils c'était pas n'existent du pas, tout. hein. Donc rien que pour ça, il faut faire très très attention. Mais je pense pour le style ou pour l'évaluation, il n'est pas si mal. Après, l'inconvénient pour l'évaluation, c'est qu'on peut un peu l'orienter. On dit, ah Mm. oui, mais t'es sûr, est-ce que tu trouves pas ça bien, etc. Du coup, parfois, il change son avis au fur et à mesure. Du coup, au final, on n'est plus sûr de est-ce que vraiment c'est notre avis ou son avis. C'est marrant.
Moi, j'aime bien lui demander de me challenger, justement, de dire t'es Ouais. pas d'accord avec moi, pousse-moi dans mes retranchements ou des choses comme ça quand je lui parle d'un sujet particulier. Alors, Isabelle qui nous dit que elle fait des audios avec Oui, ChatGPT pour la rédaction et l'orthographe et le style de oui. rédaction. Hmm. C'est génial pour faire des mails, Ouais, hein. très fort Franchement. là-dessus. Mm, mm. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a quelqu'un qui nous demande ce qu'on pense du dispositif pardon, promeneur du net. Moi, je connais pas du tout. J'avoue que moi non plus. Moi non plus. On va regarder. Promeneur J'ai du net. demandé de regarder. Ouais. C'est présence éducative sur Internet, mettre en place une action éducative structurée professionnelle sur la toile pour accompagner la pratique des jeunes, minimiser D'accord. les risques. Comme ça, dans l'idée, après je connais pas le truc, mais ça a l'air plutôt intéressant c'est de l'éducation finalement, Bon. l'utilisation des réseaux, de ce que j'en comprends. Ouais, c'est ce que je comprends aussi en regardant, effectivement. C'est comment on utilise les réseaux sociaux en tant qu'utilisateur. Mm, mm, mm. Ouais, ouais. T'as une question, Isabelle? Oui, je veux bien rajouter une petite question. Moi, je me pose la question finalement de la dynamique par rapport à la relation thérapeutique. Hmm. J'ai des patients donc, qui vont regarder les contenus entre les séances, qui vont utiliser parfois les audios pour faire de la méditation. Et j'ai l'impression que c'est une forme de prolongation du lien qui peut renforcer un attachement sécure, mais je me demande aussi si il peut pas y avoir aussi des enjeux de transfert contre transfert, par rapport à la dépendance affective, comment vous gérez finalement cette dimension relationnelle par rapport à cette extension du lien dans les réseaux. Je dirais que ça dépend de l'outil déjà. Sur l'aspect, je dirais sur l'aspect contenu strict, généralement on va orienter, en tout cas sur des aspects, par exemple, je peux utiliser un site en disant voilà, il y a telle vidéo qui va parler de telle problématique. Alors, vous ne vous retrouvez pas forcément dedans, mais on peut discuter la prochaine fois dedans. Ça, c'est très intéressant d'un point de vue psycho-éducatif, je trouve, en début de thérapie. Euh, Hmm. on trouve beaucoup de vidéos en fait sur différents, lorsqu'on a posé un diagnostic, on peut avoir derrière une bibliothèque de ressources et, et- et sur lesquelles on peut rebondir derrière, ça c'est intéressant. Je dirais que l'aspect affectif, on le voit surtout sur l'aspect justement des agents conversationnels type ChatGPT. Qui sont tellement renforçateurs, sympas, etc., que là, effectivement, il peut y avoir un lien Mais qui là, je se pense crée. qu'Isabelle, elle parlait de nous sur les Ah, réseaux de nous. sociaux avec nos patients. Ah, pardon. Isabelle, hein? J'ai compris Oui, comme ouais, ça. moi j'ai Ah, jamais eu de ok. patient qui utilisait le chat GPT, mais peut-être que je suis pas assez curieuse. Moi, j'ai Euh, des patients qui utilisent ChatGPT entre les séances. Et j'avais un patient notamment qui avait des idées suicidaires très, très importantes. Et la nuit, à 3 heures du matin, ben, ça faisait bien le taf, en fait. Et c'est vrai que, on peut se dire que ça remplacera jamais le psy, et c'est vrai. Mais pour le coup, on peut y voir quand même un intérêt pour le patient pour attendre son rendez-vous. Et Hmm. par rapport à ta question, Isabelle, moi sur les réseaux sociaux, j'ai effectivement des gens qui me suivent et que j'ai en thérapie. Et ça n'a jamais vraiment posé trop de difficultés. Les gens sont assez... voilà, ils différencient en fait la créatrice du contenu de la psy. Des fois, ils me font référence à certaines vidéos. Ils m'ont dit, j'ai vu votre vidéo sur tel truc, mais c'est pas des fans furieux, quoi. C'est pas du tout. ouais, Et quand je pareil. propose du contenu à mes patients, je propose pas que mon contenu, voire presque jamais, parce que c'est pas toujours mon contenu qui va aider ce patient. Je peux envoyer une vidéo YouTube de quelqu'un d'autre ou voilà. Donc finalement, j'utilise beaucoup les réseaux pour que le patient puisse revoir une information entre les séances, par exemple, mais ça n'a jamais posé de problème de cadre dans la relation thérapeutique.
Nous aussi, Pareil. à Ouais. Grémont, on l'utilise beaucoup, du coup, les vidéos et aussi sur Compass, ils l'utilisaient beaucoup. Et c'est vrai que ça renforce plutôt bien la thérapie parce que du coup, ça leur donne un côté un peu plus professionnel, entre guillemets. C'est vrai que ça, comme vous disiez, ça élargit un petit peu la thérapie en elle-même. Les gens ont l'impression de pouvoir continuer encore en thérapie même après coup. Et ça, même si les patients sont suivis par la personne qui a fait la vidéo ou pas, ça n'a pas forcément trop d'effets. On avait par exemple pas mal de patients qu'on suivait plutôt dans le cadre des cérébrolésés où moi j'interviens pas du tout. Et j'ai pu les rencontrer à l'occasion d'une thèse de science d'une collègue psychologue. Et les patients étaient très contents des vidéos et ça les avait bien engagés dans la thérapie, alors même qu'ils ne m'avaient jamais vu dans la thérapie. Donc je trouve que c'est assez intéressant. C'est vrai que les gens font bien la part des choses entre ce qui est de la création de contenu et ce qui est de la thérapie. Ça étend plutôt bien. Pour la question du risque affectif, c'est vrai que je le vois plus pour ChatGPT. Euh, je me questionne, mais je crois pas qu'on ait trop eu ce cas de figure. Parce que généralement, en tout cas, si les vidéos sont de bonne qualité, etc., ben, plutôt, en fait, les gens vont, ça va plutôt les engager justement encore à mieux comprendre, etc. Bon, au bout d'un moment qu'ils ont fait le tour de la vidéo, ils ont fait le tour et ils passent à autre chose. Après, c'est peut-être là aussi la question de savoir jusqu'où on va dans le contenu. C'est vrai qu'à Grémo, c'est peut-être un petit peu différent parce qu'on a un nombre assez limité de vidéos. Finalement, on n'en publie pas tant que ça. Quand on les publie, on essaie que ce soit dans un cadre de psychothérapie, donc que ce soit du contenu qui dure très longtemps. Donc peut-être que la question se pose moins. Je ne sais pas si David ou Delphine, ça a pu vous arriver que des gens deviennent addicts à vos posts, mais ça m'étonnerait que... Non, et je vois une autre question sur quelle chaîne on peut conseiller. Moi, j'aime bien la psychiatrie du sommeil. Je ne sais pas si vous connaissez. Je trouve ça Ouais. génial pour les TCC. Il y a plein de trucs. J'aime bien Psychoquack aussi, que je trouve Oui. Mmh. bien fait avec les dessins là. Je les Ouais, conseille bonne souvent. référence. Après, je sais pas vous si vous avez des contenus comme ça que vous proposez, que vous conseillez. Il y a Psylab qui est aussi assez intéressant, même Il s'il y a- il y a- poste plus trop de contenu, je crois, actuellement. Mais Non, ça fait un petit bout de temps. Il y a les ouais. mots bleus Place des Sciences aussi, qui a plein de témoignages super bien. Il y a Delphine aussi, je dois te conseiller. Et- Ben, ça revient avec la question, est-ce qu'on n'est jamais fatigué de faire du contenu? Ouais. Moi, précisément, ça faisait plusieurs mois là que j'avais un peu arrêté de créer du contenu, que je m'étais un peu retirée des réseaux sociaux parce que j'avais plus trop le temps, plus trop l'énergie. Et comme tu disais, David, c'est hyper important de se dire, en fait, c'est pas ça le plus important, il faut que ça reste du plaisir. Et je pense que quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux, moi, je pense que plus qu'un calendrier édito ou je sais pas quoi, ce qui est important, c'est de prendre du plaisir dès lors qu'on voit que on est en train de se dire, il faut que je poste ma vidéo, il faut que je fasse mon post. Il vaut mieux prendre une petite pause et revenir avec plus de créativité et Activité. d'énergie. Tout à fait. Quand Hmm. on dit faire plaisir, quand on commence à poser la question de faire plaisir aux algorithmes, je pense que là, je pense que c'est important dans ce cadre-là, s'interroger sur pourquoi on le fait. Oui, Pourquoi c'est on fait, vrai. En tant que professionnel de santé, il y a moins cette course à l'abonné que pour, je dirais, des influenceurs. Nous, on s'en fiche un peu d'avoir, je sais pas, 40 000 followers ou 25 000 ou 100 000. C'est pas sur ça. Enfin, en tous les cas, j'ai l'impression qu'on nous prend, on est quand même un peu comme ça. C'est pas ça notre enjeu et on n'en vit pas. C'est vraiment du temps qu'on donne. Bah, Donc, je pense qu'on est moins dans cette course effrénée au like et, au nombre de followers. et je rebondis sur ce qui a été dit avant sur la question de l'apparence qui est plus jugée que le contenu. Je crois que je l'ai vu dans le chat, me semble-t-il. J'ai du mal à sauter le pas, que j'ai peur que Intéressant. mon apparence. Euh, Souvent, les gens vont plus s'intéresser au contenu que l'apparence, je trouve. Hmm. Oui. C'est ça qui fait la différence. C'est ce qu'on a à dire plutôt ce qu'on montre. Et ça, en tout cas, j'en ai fait l'expérience. Euh, c'est... Je sais pas si vous avez les mêmes pensées limitantes, mais je trouve que c'est souvent nous aussi, on va Ah oui, se oui. limiter nous-mêmes parce qu'on va se dire, ah non, là j'ai dit ça, mais j'aurais dû dire ça comme ça, ou voilà, Ouais, ouais. j'exagère un peu, j'ai fait telle micro-expression et j'aurais dû la Tu faire penses plus à ta comme ça. vidéo, David, où tu avais raté un truc ou je sais pas quoi, tu Mais avais c'était tourné. vache. Oui, en fait, j'avais fait une vidéo, celle que tu avais partagée sur la schizophrénie tout à l'heure, lors de l'enregistrement. Je me suis trouvé. J'ai l'attention qui a été attirée vers un autre truc. Ça m'a coupé dans mon élan, littéralement. Et ça avait été laissé sur la vidéo.
Et c'était pas très grave. En fait, sur le coup, j'ai dit, waouh, je vais pas fait pour complètement ridicule. Et je rejoins effectivement Amaury sur les pensées limitantes comme ça. Il vaut mieux que ce soit spontané, avec des fois des maladresses, plutôt que quelque Mm. chose d'ultra policé. Souvent, les gens le voient quand c'est scripté, que quelque chose d'assez spontané. Oui, on a le droit de bafouiller, on a le droit de pas trouver les mots, on a le droit de mettre des E, tout un tactique de langage qui sont extrêmement pénibles, surtout quand on s'auto-regarde. Ça, en fait, se regarder est absolument insupportable. Tout Enfin, le monde pour en ma part, fait, en fait, on s'en fout, quoi. en tout cas. Euh, Ouais. et en même temps, c'est quoi le but aussi? Souvent, je veux dire, quand on est sur réseau social, on vient pour passer quelque chose. Souvent, on me définit comme un passeur. Donc, en fait, je suis là, je publie quelque chose, non pas pour montrer ma tronche, mais surtout pour dire, bah voilà, si ça peut permettre de faire passer le message là, bah, c'est très bien, en fait. Et c'est quelque chose à... Si on a ça à l'esprit, qu'on s'autorise à s'arrêter à ce moment, dès le moment où on n'est plus créatif, on n'a plus envie, pour tout un tas de très bonnes raisons, eh ben, je trouve que c'est plutôt stimulant que quelque chose qui soit contraignant, d'autant plus que, comme disait Delphine, on le fait sur nos temps libres, on gagne... C'est pas notre métier, en fait. Une question intéressante sur les premiers renforcements pour poursuivre les publications. Alors ça, j'ai un bon exemple. Je suppose, c'était arrivé il y a 6 mois. J'avais publié un post sur les effets indésirables, sur les effets anticholinergiques. Ça va parler à Amaury, mais il faut être médecin. En gros, c'est les effets de certains médicaments que j'avais mis là, puis en disant, mais en fait, ça sert à rien de mettre tout ça, ça a aucun intérêt, et puis ça me prend du temps, et puis je vais arrêter, et puis ça suffit, etc., etc. Et et 2 jours après, j'intervenais dans une maison de retraite, bon, tant de petite liaison, puis j'étais en train de regarder les médicaments, et puis là, il y a une infirmière, alors qui n'est pas psy, du tout, c'est l'infirmière de l'EHPAD qui me regarde, et se dit, ah bon, vous êtes en train de regarder les médicaments s'il y a un effet anticholinergique. Je me retourne en me disant, en fait, c'était effectivement ça que j'étais en train de regarder. Et puis, je me retourne et puis, je dis, mais comment vous savez? Ah, bah, j'ai lu vos posts il y a 2 jours, je trouve ça super intéressant. Et donc, effectivement, moi, ça me fait poser la question des prescriptions chez les personnes âgées. Et je voulais vous remercier pour ça. Trop bien. Voilà. Donc, le premier renforçateur, clairement, pour moi, c'est les retours des gens. Il suffit qu'il y en ait un qui me dise ce que vous avez publié, ça m'a permis d'aller consulter, de prendre conscience que c'est pas grave, que j'ai le droit d'en parler, et j'ai déculpabilisé. J'en ai régulièrement, et rien que ça, c'est précieux, en fait. Hmm. C'est vrai que le retour des gens, et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que à Strasbourg, je sais pas si les gens connaissent, mais on a une culture psychothérapeutique un peu à l'ancienne, on va dire, donc c'était pas évident de faire évoluer les mentalités. Et c'est vrai que d'avoir du contenu comme ça qui est disponible sur YouTube, ça démystifie beaucoup ce qui peut être fait dans TCC ou dans la régulation Mm, émotionnelle, etc. Du coup, ça a aussi fait moins peur aux gens, entre guillemets, qui comprennent un petit peu mieux ce qui s'y passe. Et du coup, ça, c'était vraiment quelque chose qu'on a beaucoup apprécié de voir un peu la culture, comment elle évolue au sein de nos services. On a quand même des gens maintenant qui sont beaucoup plus ouverts, même des gens qui se disent très psychanalystes, qui sont assez ouverts à l'idée d'envoyer des patients. Ils sont même parfois même très contents de cette idée-là. ouais, Donc, de voir ça, et c'est vrai qu'on touche du coup des gens de toute région, de plein d'endroits différents. Moi, j'avais déjà des parents qui m'avaient appelé d'Haute-Savoie pour leur enfant parce qu'ils s'interrogeaient justement sur le trouble borderline, savoir comment le traiter en thérapie comportementale et dialectique, etc. Ça fait vraiment évoluer un peu les gens, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau du coup du grand public. Ça renforce du coup aussi beaucoup l'intérêt qu'on peut y porter. Ben, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il reste des questions. J'en vois une petite dernière. Non, super, merci. Euh, Carrément, un grand merci. Merci à tous aussi pour votre participation.
On est filmé, donc on va aussi partager sur YouTube, sur les réseaux sociaux cette soirée. Et donc vous pourrez la revisionner ou la partager. Euh, moi, je voudrais quand même dire, oui, l'image, tout ça, des fois, on peut se taper un petit peu la honte aussi. Et c'est drôle. Et c'est aussi le jeu, finalement. Moi, je me dis souvent, mais mes patients, je les invite à s'exposer à un petit peu de ridicule. Surtout si vous avez des ados sur TikTok, c'est assez chouette parce que ça crée aussi des interactions ludiques. Et je ne sais pas si vous avez des expériences aussi qui vous ont fait grandir, j'imagine. Ouais, c'est vrai qu'on dit en affirmation de soi que le meilleur modèle, c'est un modèle imparfait. Je trouve ça assez amusant et ça, dans nos vidéos, justement, on s'était amusé à le faire. On montrait ce qu'on faisait quand on n'appliquait pas la compétence. Donc, je m'étais amusé à faire différentes scénettes où je m'énerve ou ce genre de choses. Vous l'avez un petit peu vu là pour ceux qui sont arrivés au début. Voir un peu du coup commencer quand ben, finalement on n'y arrive pas comme on le souhaiterait. Donc on se ridiculise un petit peu, mais c'est aussi marrant et c'est vrai que c'est ce qui rend les choses un peu plus vivantes. Un peu plus humaine aussi, hein. On est certes des thérapeutes, mais on fait des bêtises, on fait des erreurs, comme tout le monde en fait. Et ça, J'ai eu du mal avec ça au départ, maintenant je suis moins complexé par rapport à ça. Merci beaucoup. J'imagine que vous avez inspiré. On l'a vu tout à l'heure et on voit les retours. Et encore un grand merci. Bah, merci pour l'invitation. Merci, merci pour l'organisation. Au revoir. Bah, merci, hein. Bon, Ah, bah, merci à vous. On a perdu Delphine déjà. Christine. Ah non, voilà. Mais je pense qu'on va pouvoir terminer. Très bien. À bientôt. Merci À bien. bientôt, À au revoir, bonne bientôt. soirée. Bonne soirée.